Bonjour à tous et bienvenue dans cette édition. Un séisme a encore fait trembler le Finistère. Mercredi à 23h49, un tremblement de terre de magnitude 3,5 a eu lieu. Le point avec une sismologue dans un instant. 4e édition des talents de nos quartiers à Brest. Des filières recrutent et on découvre cela dans ce journal. Et puis votre rendez-vous quotidien, vous le savez, à la fin de cette édition, on part à Paris, direction le Salon du Nautique. Merci à tous de nous suivre. Nous sommes le jeudi 12 décembre 2013. 3,5, notre chiffre du jour, c'est la magnitude du séisme qui a fait trembler le Finistère ce mercredi à 23h49 précisément. L'épicentre se situe à l'entrée de la presqu'île de Crozon. Quelques heures plus tard, un autre tremblement de terre a de nouveau secoué le département. 11 octobre, 21 novembre et maintenant le 11 décembre, 3 dates et 3 tremblements de terre en Bretagne. L'activité sismique est intense depuis quelques semaines. Plus d'explications avec Xavier Patrijon. Dans la nuit de ce mercredi à jeudi, il y a eu 2 séismes à 23h49, puis l'autre à 3h22 du matin, d'une magnitude de 3,4 et de 3. J'ai eu un gros bruit, hein. J'ai cru que c'était ma chaudière qui avait sauté, donc j'ai réveillé mon mari, que j'ai fait descendre dans la cave. 23h et quelques, sans problème. Ouais. Oui, il était moins fort que l'autre, on a bien senti. Je me suis demandé ce que c'était, en plein milieu de nuit, effectivement. Oui. J'ai entendu un bruit, mais j'ai pas senti la terre trembler. Non, moi aussi le bruit, 2 fois. Il y a des grandes failles héritées de la mise en place du massif armoricain. Et notamment, il y a une structure qu'on appelle le cisaillement nord-armoricain. Ces séismes-là sont à proximité de ce grand cisaillement nord-armoricain. Ce qui se passe, c'est que il y a des forces qui s'exercent sur les failles, et quand il y a un séisme qui a lieu sur la faille, on relâche ces forces. Et ces forces, en se relâchant, elles se répartissent sur les failles voisines. Donc il peut y avoir une relation entre les trois séismes qu'il y a eu du côté de Brest. C'était la base qui avait sauté. Je me suis levée pour aller voir si je voyais encore Crozon. Alors tout va bien, Crozon existe toujours, et même si certains le souhaitent vivement, non, la Bretagne ne se détache pas encore du reste de la France. Et c'est la liquidation pour la société de transport Transeo à Pont-de-Buis. La décision est tombée ce jeudi au tribunal de commerce de Quimper. Depuis une semaine, une grande partie des 52 salariés s'étaient mis en grève. Ils dénoncent une mauvaise gestion de la direction. Frédéric Lorenzon était à l'audience. On prononce la liquidation de la société Saint-Cyr. Je ne me réjouis pas du tout de ça, hein. Après voilà, le problème de dialogue toujours, voilà ce que ça entraîne. Donc on se retrouve maintenant, une cinquantaine de salariés, voilà, à la rue. Déçu, c'était presque inévitable, mais quand on avait une petite espérance que ça continue. Manque de trésorerie, conflit ouvert entre les chauffeurs et la direction, l'aventure de Transeo, cette société de transport installée à Pont-de-Buis, n'aura duré que 2 ans et demi, une liquidation éclair. La situation effectivement est assez rare, en disant une ouverture de procédure le vendredi, une demande en liquidation judiciaire le jeudi, donc à peine une semaine suivante. On en est arrivé là parce que malheureusement on a une situation qui est bloquée aujourd'hui, on a donc du personnel qui est en grève illimitée, pour des motifs qui n'appartient pas de juger. Ceci étant, la société aujourd'hui n'est pas en mesure de poursuivre son activité. Transeo avait été reprise par René Legrand, un entrepreneur reconnu dans le monde du transport. Les salariés tenus pour responsables de la liquidation se défendent d'avoir voulu couler l'entreprise. On n'a jamais demandé, nous, à faire une liquidation. On a demandé à avoir du carburant pour pouvoir travailler depuis 3 semaines. Du carburant, les péages qui fonctionnent pour pouvoir transiter sur tout le territoire. Absent à l'audience de Quimper, René Legrand, qui nous avait proposé une interview ce jeudi matin, a décommandé quelques minutes avant notre rencontre, officiellement pour des raisons de santé. Et dans ce contexte morose pour l'emploi, les initiatives se multiplient pour mettre en lumière des filières en manque de personnel. C'est le cas avec la 4e édition du Forum Talents de nos quartiers à Brest. Entreprises, centres de formation et d'insertion sont allés à la rencontre des habitants. Reportage de Sophie Lecroisier au lycée du Puy-de-Dôme. Près de 30% de chômeurs dans les zones urbaines dites sensibles de Brest. C'est plus du double du taux de chômage finistérien. Face à cette réalité, les institutionnels de l'emploi et de la formation du pays de Brest ont décidé de réagir. Depuis 4 ans, ils organisent l'événement Talents dans nos quartiers.
un forum de découverte des métiers et des formations professionnelles. Les habitants des quartiers ont davantage de facilité, je dirais, à rester, à avoir un contact de proximité. Donc nous faisons le pari que c'est à nous d'y aller. C'est l'occasion de faire se rencontrer les gens, faire naître des vocations. À travers une trentaine de stands et ateliers pratiques, le public a été confronté à des métiers très divers et porteurs en Finistère. De l'agriculture au transport, en passant par les métiers de la mer ou de la défense. Quelques centres de formation ont aussi dispensé leurs conseils. Parfois, ce qu'on constate, c'est qu'il peut y avoir confusion entre formation et métier. C'est bien si un métier plaît qu'on va faire une formation pour pouvoir y accéder et pas l'inverse. Alors le secteur de l'industrie est un secteur qui reste un secteur qui recrute, mais les métiers sont méconnus. Donc l'objectif de cette journée, c'est aussi de faire connaître nos métiers. Côté visiteurs, tout est bon à prendre, la démarche de proximité est appréciée. Là, je repars avec beaucoup de cartes de visite. Je veux dire, après, je vais appeler les personnes concernées pour savoir quelle démarche à suivre pour intégrer soit leur entreprise, soit pour intégrer une formation. En plus du forum, Talents dans nos quartiers, c'est aussi des visites d'entreprises. Une dizaine de sociétés génératrices d'emplois ont ouvert leurs portes. Et avant de refermer notre édition, cette information, la signature du pacte d'avenir se déroulera ce vendredi à Rennes. Pour l'occasion, vos 3 télés locales TBO, TB Sud et TVRN 35 s'associent. Dès 16h15, TBO vous propose une émission spéciale. Vous retrouverez nos invités et le Premier ministre Jean-Marc Ayrault en direct de Rennes. Une émission pour tout savoir sur ce pacte d'avenir pour la Bretagne. Et on se quitte avec le journal du Nautique. Déjà 4 jours que nos journalistes arpentent les allées du salon. Au programme ce jeudi, les courses au large en 2014, le quotidien d'un plaisancier et l'avenir de la filière nautique vue par les jeunes de l'Institut nautique de Bretagne de Concarneau. Bonne soirée sur TBO et à demain. Bonjour à tous et bienvenue au Salon nautique de Paris. Au programme de ce 4e épisode de la semaine, le point sur les grandes courses au large de la saison, l'avenir de la filière nautique vue par les futurs professionnels du secteur. Et pour finir, on embarque sur le bateau Labo. Première course, la Transat AG2R La Mondiale, qui va partir le 6 avril, avec un beau plateau, des anciens vainqueurs comme Jean Le Cam, Roland Jourdain, Michel Desjoyaux, qui partiront sur cette Transat à destination de Saint-Barthélemy. Deuxième course qui partira de Normandie cette fois-ci, Deauville, donc la solitaire du Figaro Éric Bompard-Cachemire. On part de Deauville, on va à Plymouth, un peu une mecque de la voile, l'histoire de la Transat en solitaire, la première Transat en 1960. On descend à Roscoff, encore une fois, ligne historique Brittany-Ferry entre Roscoff et Plymouth. Donc beau parcours, étape à Roscoff, étape bretonne. Donc on inaugurera pour la première fois le port du Bloscon. Et puis fin de saison, la route du Rhum, destination Guadeloupe, au départ de Saint-Malo le 2 novembre, avec 80 bateaux attendus. Alors confiant totalement, non pas vraiment, mais je sais que la vente de bateaux fonctionne pas très bien en ce moment. C'est pour ça que j'essaye de m'orienter un petit peu vers l'équipement qui fonctionnera de toute façon, même si la vente de bateaux ne me fonctionne pas. Moi je me suis lancée dans la filière plutôt location, qui pour moi est un domaine qui continue à bien marcher et qui me permettra toujours de toucher au bateau et de rester dans ce domaine qui me plaît énormément et qui perdurera, je pense, dans le temps, à l'étranger. Pour moi, l'avenir dans la plaisance, je l'imagine plutôt à l'étranger. En ce moment, on parle quand même de reprise, donc non, je ne suis pas particulièrement inquiet. De plus, à l'étranger, il y a beaucoup de choses qui sont en train de se développer, beaucoup de marques qui s'exportent à l'étranger, au Brésil, en Asie, etc. Donc non, je ne suis vraiment pas inquiet à ce niveau-là. Le bateau labo, c'est un outil pédagogique qu'on va utiliser pour montrer aux enfants et au grand public de manière générale qu'est-ce que c'est que la vie à bord, concrètement, qu'est-ce qu'on mange quand on fait la route du Rhum, quand on fait le Vendée Globe. Alors c'est pas super bon, mais au moins c'est nourrissant et ça permet de survivre. Vous voulez goûter ? C'est un gilet de sauvetage. C'est en fait quand on est dans l'eau, ça reste pour qu'on ne se noie pas. Quand vous prenez une voiture, vous mettez votre ceinture de sécurité. Quand vous partez sur un bateau, il y a certaines règles à respecter. C'est d'abord votre gilet de sauvetage et puis ensuite, si vous faites une navigation hauturière, que vous dépassez un certain nombre de milles d'une côte ou d'une île, là vous avez un équipement spécifique, avec le radeau de survie notamment, et des feux à main, plein de petites choses. Donc tout ça qu'on expose aux personnes qui viennent nous voir pour avoir conscience de ce qu'il est nécessaire d'emporter.
Salut.